Avec Monsieur Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, et on parlait justement hors plateau de la reconnexion nécessaire justement entre nos enfants et une certaine culture, une certaine science qui est disponible en fait, puisque on sait maintenant d'où viennent les mathématiques, on sait maintenant d'où viennent toutes ces sciences et les matières qui sont pratiquées. Vous avez développé justement une pédagogie que vous avez mis à l'essai, on peut le dire. 10 000 enfants ont déjà testé cette pédagogie. Comment ça se passe avec eux? C'est-à-dire que là, par exemple, au cours de cette dernière semaine, j'ai quand même vu pas moins de 700 enfants. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai amené un certain nombre de choses, parce que c'est important de voir qu'il y a déjà eu quand même un certain nombre d'articles qui ont été publiés dans la presse. Et là, c'est le dernier article qui a été fait par France Antilles en Martinique, qui parle donc de cette opération qui a été menée par le DIPA, où on a fait, dans le cadre de la décennie des personnes africaines, déplacer des collégiens, des lycéens, mais aussi des élèves de primaire, pour faire ce qu'on appelle les mathématiques africaines et le lien de ces mathématiques avec l'informatique. Et c'est vrai que les enseignants ont vu que, effectivement, non seulement la dimension ludique des mathématiques est très intéressante, parce que, vous savez, par exemple, j'ai réalisé à Nija le Papyrus d'Amès, qui est un magazine scientifique spécialisé dans les mathématiques africaines pour expliquer les méthodologies, mais on a fait aussi ce manuel-là en direction des parents qui disent que leur enfant aurait du mal à s'initier aux mathématiques. Parce que l'Afrique a aussi fait des mathématiques sans chiffres. Parce que les mathématiques, c'est d'abord un jeu. Et il faut permettre à l'enfant d'aborder les mathématiques à travers le jeu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les logiques mathématiques africaines sont tellement déconcertantes, je dirais pour l'adulte qui est habitué à certaines formes d'algorithmes mathématiques, que là on se retrouve dans un univers qui fait que l'enfant prend plaisir à faire. Et c'est ce qui me permet par exemple de travailler dans une salle où il y a 300 enfants, 300 collégiens, et de travailler ensemble sur des méthodes mathématiques, chose que probablement je n'aurais pas pu faire si j'étais enfermé dans la méthode abstraite occidentale. Vous voyez ? Et c'est là que aujourd'hui, mais je dirais personne ne peut nier, non seulement la dimension pédagogique de ces mathématiques africaines, mais aussi le facteur motivation. Parce que quand je fais un atelier de 3 heures, même avec des jeunes du LEP, avec des jeunes donc, qui sont dits inadaptés, vous voyez, parce que moi je n'y crois pas, j'ai jamais vu un bœuf inadapté. Question de pédagogie, c'est la pédagogie. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les gamins sont capables de grandes prouesses intellectuelles. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ça commence, c'est simple, et puis après, ça devient de plus en plus compliqué. Mais tout cela pour montrer que aujourd'hui, quand même, avec près de 10 000 élèves vus dans les établissements scolaires, que ce soit des primaires, des collèges et des lycées, je peux dire qu'on a suffisamment de recul pour dire que là, on a trouvé quelque chose qui permet véritablement aux enfants de se réconcilier avec le plaisir d'apprendre. Je pense qu'on devrait faire une émission pour présenter totalement. En ces plus, ça mathématiques. vient de notre culture. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, les téléspectateurs aussi attendent effectivement la thématique du jour. Oui, totalement. L'origine africaine des Jeux Olympiques. Voilà, parce que vous savez que très souvent, les gens qui pratiquent des sports m'interpellent sur cette question. Parce que on présente les sports comme étant l'apport des Européens. Vous voyez ? Mais il y a quelque chose qui est un peu surprenant, c'est que c'est vrai que la Rome antique ne s'est pratiquement pas adonnée véritablement au sport, hein, puisque c'était les arènes du cirque, on envoyait les lions manger les gens pratiquement tous les week-ends. Et c'est, je dirais, dans la Grèce où on a vu apparaître quelque chose. Mais le récit réel qui est fait sur cette histoire, c'est un récit où vraiment, je demande vraiment aux historiens occidentaux de faire preuve d'un minimum d'objectivité et d'honnêteté, parce qu'ils ne sont pas les inventeurs des Jeux Olympiques. Il faut quand même être un petit peu sérieux. Hein. Il faut arrêter à un moment de raconter aux gens un récit de n'importe quoi. Parce que quand on commence à sortir la documentation, on se rend bien compte que c'est l'Afrique qui a initié l'Europe sur ce chemin-là pour des raisons précises. Et c'est pour ça que moi j'ai amené des documents. Je voulais qu'on commence par le premier document, qui est le document donc, qui raconte l'histoire des Jeux Olympiques fait par l'AFP, pour voir quelle est la version
un peu occidentale de cette histoire et comment finalement les Nordiques se tirent vers eux la couverture en disant c'est grâce à nous que le monde pratique des sports aujourd'hui. C'est totalement faux. Et c'est important de pouvoir voir déjà ce premier document. On y va. Les Jeux Olympiques naissent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Organisés en l'honneur du dieu grec Zeus, ils se déroulent à Olympie, dans le Péloponnèse, tous les 4 ans. On y pratique la course, la lutte, la boxe, le pancrace, une forme très violente de catch, des compétitions équestres et le pentathlon. Les Jeux antiques sont délaissés après la conquête de la Grèce par les Romains en 146 avant Jésus-Christ et abolis en 393 après Jésus-Christ par l'empereur Théodose Ier. Olympie tombe dans l'oubli, ravagée par les tremblements de terre et les inondations. Il faut attendre 1500 ans pour que les Jeux olympiques modernes voient le jour, en 1896 à Athènes. 280 sportifs venant de 13 nations participent à cette première édition. Sous l'impulsion du Français Pierre de Coubertin, fondateur du Comité olympique international en 1894, les Jeux reprennent de l'envergure. Dès 1900, les femmes sont autorisées à y participer. Et en 1924, à Paris, plus de 3000 athlètes venus de 43 nations sont au rendez-vous. Les Jeux de 1936, retransmis à la télévision pour une audience restreinte, se déroulent à Berlin sous le régime nazi. Hitler cherche à utiliser la compétition comme une vitrine de sa propagande sur la supériorité de la race aryenne. Mais l'histoire retient surtout la performance de l'Afro-américain Jesse Owens, quadruple médaillé d'or. Les JO de 1960 à Rome sont retransmis en direct en Europe. Dès 1964, la planète entière en profite. Au plus fort du mouvement des droits civiques américains, aux Jeux de Mexico de 1968, les sprinteurs Tommy Smith et John Carlos protestent sur le podium contre les discriminations dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. On leur retire leur médaille, mais leur geste inspire une génération d'athlètes noirs. À Munich, en 1972, un commando palestinien exécute dans le village olympique 11 athlètes et entraîneurs israéliens, ainsi qu'un policier ouest-allemand. Aujourd'hui, les Jeux sont la plus importante manifestation sportive mondiale. Plus de 10 500 athlètes et 206 pays participent à ceux de Rio en 2016. Alors, que retenir de ce document ? Voilà, donc en fait, voilà ce qui est présenté généralement lorsqu'on aborde donc l'histoire des Jeux sportifs dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que la vérité est ailleurs et qu'il faut prendre le temps de voir que non seulement la documentation elle est très fournie, mais c'est une documentation qui nous touche de près, qui nous touche vraiment de très près, parce que vous savez que la Guadeloupe, c'est quand même une terre de champions, et ces champions pratiquent des sports que leurs propres ancêtres ont inventés. Et ça, c'est important de voir dans quelles conditions ces sports-là ont été inventés. Alors, j'ai fait un document. Par contre, je voudrais juste qu'on me laisse le micro ouvert, que je puisse commenter les images, parce que c'est important que nous puissions revenir sur la trame de cette histoire et comprendre le fond réel de l'histoire des Jeux sportifs, parce qu'on a des documents probants à faire valoir et qui discréditent totalement le récit qui est présenté dans les deuxième document. Voilà, le deuxième document, voilà, totalement. Alors voilà, l'origine africaine de la notion de Jeux olympiques, pourquoi ? Parce que la chose, c'est que il faut savoir qu'en 776 de l'ère ancienne africaine, lorsque le roi Iphitos décide d'organiser les premiers Jeux, c'est une femme africaine qui lui dit d'organiser les Jeux. Pourquoi ? Parce que les Européens passent leur temps à se combattre. C'est-à-dire, entre les cités, c'est la guerre permanente. Et pour avoir une trêve d'1 mois, c'est-à-dire 1 mois de paix, elle dit transformer cet esprit guerrier en esprit sportif. Donc c'est une tentative de pacification de l'esprit guerrier européen que l'Afrique va tenter à ce moment-là. Et c'est comme dans ces conditions-là que les Jeux vont apparaître. Et au départ, il y a une seule compétition, c'est une compétition de course qui est remportée donc par un cuisinier. Bon. Par contre, regardez, l'Afrique, en 3000 de l'ère ancienne, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans, vous avez déjà le triathlon. Parce que la fête royale du Hebsed, que le roi célèbre tous les 30 ans, c'est 3 épreuves, la course à pied, le tir à l'arc et l'haltérophilie. Ça vous rappelle les sports que vous voyez, les sports nordiques aujourd'hui, vous avez pratiquement les mêmes choses, à ski notamment. Vous voyez ? Mais là, vous avez quand même des images qui montrent qu'en 3000 de l'ère ancienne, nous faisions déjà le triathlon. Bon.
à l'époque de Ramsès III, qu'est-ce qu'on retrouve? Les premiers Jeux olympiques, les premiers Jeux sportifs internationaux de l'histoire de l'humanité. Mais regardez une chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est que vous avez une compétition d'escrime. C'est-à-dire que vous avez une compétition d'escrime qui est impressionnante. Parce que regardez ceci, vous avez les épées qui sont déjà mouchetées à leur extrémité. Vous avez la garde qui est exactement comme le sabre. Voyez, la tête donc des combattants est protégée par une espèce de casque qui évite les coups. Le bras est protégé par une espèce de bouclier. Et vous avez un pagne qui va protéger le combattant pour les coups bas. Voyez, mais regardez l'extrême modernité de cela, parce qu'à l'époque, à Olympie, déjà ça n'existait pas, mais c'est très tardivement qu'il y a eu les compétitions d'escrime. Maintenant, regardez l'arbitre qui surveille pour noter les points, mais vous avez le jury qui est derrière, qui va comptabiliser les points. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très abouti. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que Laura Flessel, vous voyez, c'est quand même notre championne dans cette discipline. Mais sa discipline, elle est née à l'époque de Ramsès III. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc c'est important. Faut pas qu'on soit surpris en fait d'être performant pas du tout. dans ce genre de sport. Regardez, la première fois qu'on a représenté des hommes en mouvement, il y a donc en 2000 de l'ère ancienne, mais c'est en Afrique. Le mouvement qui est la pratique du sport. Et vous allez voir justement le lien encore avec la Guadeloupe par rapport à ces images-là. Parce que Teddy Riner, qui est champion du monde de judo, je lui ai montré ce document. Regardez ici, vous avez le judo. Mais le judo qui date de 2200 de l'ère ancienne africaine dans le tombeau de Baquet III. Et lui-même m'a dit, effectivement, c'est le judo. Vous voyez, c'est mon sport. Donc vous voyez que l'image qu'on a d'un certain nombre de choses, c'est quand même extraordinaire. Regardez le hockey sur gazon. Le hockey sur gazon est né en Afrique, vous voyez, en moins 1800, et vous l'avez en Grèce en moins 490 de l'ère ancienne. Mais c'est le même sport, avec les mêmes règles. Et vous l'avez ici dans le tombeau de Khnumhotep, regardez en bas à gauche, vous avez la scène du hockey sur gazon. Donc c'est extraordinaire de voir que vous avez ces scènes-là dans les tombeaux. Alors, chose particulière, c'est que même si on n'a pas le temps de tout voir, on aura l'occasion de l'aborder lors de la prochaine émission, mais je voulais montrer par exemple la boxe. En 2300 de l'ère ancienne, vous avez déjà des scènes de compétition de boxe, et ce sport va arriver très longtemps après au niveau de la Grèce et au niveau de la Rome antique. Le lancer de javelot, regardez, les scènes sont pratiquement identiques, mais le lancer de javelot, c'est une invention de l'Afrique noire pharaonique. Et vous avez déjà des scènes qui datent même de moins 3000, puisque vous avez le lancer de javelot déjà avec le souverain lui-même. Voyez, vous avez des sports tels que le tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est une invention. Alors là, c'est la Nubie, c'est le Soudan, avec l'arc, donc les archers nubiens. Et là, vous retrouvez des scènes, non seulement où le roi doit, à cheval, toucher la cible, mais aussi debout, même en mouvement, il doit toucher la cible. Voyez, donc, vous voyez que le tir à l'arc, véritablement, ce qu'on appelle le marathon, mais le marathon, c'est une course africaine. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, toutes ces scènes, et on prendra le temps véritablement de voir tous ces sports, parce que c'est important de pouvoir souligner ça, c'est que les sports que nous pratiquons aujourd'hui sont nés en Afrique. Mais ces documents-là ne sont pas montrés pour faire croire aux gens que c'est la Grèce qui aurait fait que. Alors que les Grecs même disent que. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il a fallu faire les règles des compétitions, vous savez que les Grecs sont venus en Afrique faire vérifier par les législateurs africains la légalité et la justesse des règlements pour faire les compétitions en Europe. Donc ça montre bien que ces gens-là savaient très bien qu'ils avaient repris un concept africain pour pouvoir tout simplement l'installer aussi en Europe et faire régner la paix. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez le symbole de la colombe de la paix, vous avez les anneaux, vous avez tout ça qui symbolise exactement ce que nous avions fait. Pourquoi? Et je termine là-dessus. La ville de Djémé, où Ramsès III a organisé les Jeux internationaux, Djémé, ça veut dire la ville de la paix. Vous voyez, ça s'appelle Médine Abou aujourd'hui, mais dans la langue pharaonique, c'était Djémé, et Djémé, c'est la paix.
voyez, donc c'est important de le souligner. On vous retrouve quand, monsieur Motunde, la semaine prochaine? On va essayer, parce que je dois repartir vers d'autres cieux, mais on va essayer la semaine prochaine. D'accord? Merci encore une fois pour cette émission. Les téléspectateurs aussi sur Internet vous remercient effectivement pour ces rectifications de l'histoire quotidienne. C'est très important. Oui, c'est très important effectivement pour être en cohérence avec soi-même de toute façon. Chers téléspectateurs, la grande édition se poursuit. Non, la grande édition est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h30 et on retrouve monsieur Motunde jeudi prochain. Bonne soirée à vous. Ciao.